Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Pieds nus ou en crampons, mais toujours avec le cœur pour cette dernière journée des intercollèges. Les collégiens ont tout donné jusqu'au bout, un bouquet final où la jeunesse a brillé par sa ténacité et son ambition. Fini les longs voyages pour les malades nécessitant des soins de rééducation. Le Amayote Rehab Center apporte à Maurice ce qui n'existait jusqu'ici qu'à Chennai, avec un nouvel encadrement basé à Port-Louis. Maurice trace sa nouvelle feuille de route pour les services financiers avec le dévoilement d'une stratégie 5 piliers pour hisser le pays parmi les 45 centres financiers internationaux d'ici 2030. Au pied du monde, la pensée de Madiba rassemble. Des élèves lui rendent hommage à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, un moment de rappel de ses combats. Pluie torrentielle au Pakistan, une soixantaine de morts en 24 heures, au moins 180 victimes à déplorer depuis le début de la mousson fin juin, des enfants parmi les disparus. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, ils ont couru, sauté, parfois pieds nus, mais toujours avec le cœur. Les intercollèges 2025 s'achèvent aujourd'hui dans une ambiance survoltée au stade de Côte d'Or. Et pour ce dernier jour de compétition, la jeunesse mauricienne et rodriguaise a brillé bien au-delà des médailles avec du courage, du talent et des rêves plein les yeux. Anjou Ramgoulam. Augustin Terrain, Sainte-Mélise. Dans le deuxième couloir, Backstein, Saint-Joseph. Sur la piste de Côte d'Or, une adolescente de bambou attire tous les regards. Pieds nus, Chloé Lewis, 16 ans, participe au saut en longueur. Dans la vie, elle franchit également des obstacles. Tout cela avec le sourire. Chloé, on a remarqué que tu sautes pieds nus. Comment ça se fait? J'ai pas d'espace, faute de moyens, ma mère n'a pas trop les moyens. Puisque c'était ma première, je ne savais pas qu'il fallait des spikes et avec les chaussures, c'est trop lourd pour sauter. Très fière d'elle, elle a fait ce qu'elle a pu. Qu'importe si certains courent pieds nus, leur volonté, elle, est en acier. Pas d'équipement, mais un mental de champion. Si les élèves qui manquent de moyens, on peut négocier pour que ces élèves-là aient des équipements sportifs à un prix raisonnable. Et pendant que certains visent la ligne d'arrivée, d'autres ont traversé la mer pour venir briller. Nos collégiens rodriguais n'ont pas fait le voyage pour rien. Ils raflent les médailles. Manière l'entraîner, Rodrigue là-bas. Moi, je connais à dire, nous pourrions recevoir une médaille, mais c'est moi, nous avons l'objectif d'une médaille là. Il n'y a pas que les athlètes qui courent. Dans les coulisses, d'autres sont dans les starting blocks, comme Jekyll, 18 ans, secouriste, venu de Batricassi. Entre deux entorses à soigner, il partage avec nous son propre parcours de vie. Ma maman était déjà officier dans l'association. À ce moment-ci, j'ai suivi de même. Elle a arrêté, mais moi, je suis toujours dedans. Tu fais quoi d'autre dans la vie, Jekyll? Ce que je fais, je suis enfant de cœur à l'Immaculée Conception. J'étudie les sciences, la filière scientifique. Je travaille avec mon papa comme électricien. Tambour, cri, frisson. Les filles sont déjà au départ. Une heureuse nostalgie pour les anciens qui retrouvent cette ambiance électrique. Les Jeux intercollèges signent leur grand comeback cette année. Au stade de Côte d'Or, tout le monde n'est pas monté sur le podium. Mais dans les gradins, nos collégiens ont remporté la médaille d'or de l'ambiance. Et sur la piste, la médaille d'or du dépassement de soi. Alors, elle n'est pas belle, la jeunesse ? Bravo.
Téléphone portable à l'école, outil pédagogique ou source de distraction, alors que les autorités comptent restreindre son usage en milieu scolaire, certains établissements ont déjà instauré leurs propres règles. Exemple au collège Sainte-Marie à Palma, où l'usage du smartphone est strictement encadré selon le niveau et le moment de la journée. Le reportage de Krishan Sitia. Cet après-midi, la leçon des maths se fait aussi en ligne. Pour ces élèves en fin de cycle secondaire, le téléphone portable est un outil de travail. Quand on arrive en grande classe, le workload augmente, il faut faire des post-papers et tout. Avoir son téléphone pour pouvoir travailler ces post-papers-là, c'est un bon tool. L'utilisation du portable, ça peut être une distraction parfois, mais en général, quand on travaille, on ne pense pas vraiment à d'autres choses. Le prof doit avoir une constance sur tout ce que les élèves font sur le téléphone en classe. L'utilisation du téléphone est permise, mais sous supervision et à des fins purement éducatives. L'école ici, peut-être dans un futur proche, on va mettre en place un genre de firewall pour empêcher aussi que les élèves puissent aller sur des sites qui sont inappropriés. Cette autorisation ne s'étend pas cependant à la cour du collège. Pendant la récréation, une surveillante est là pour s'assurer que les téléphones restent dans les poches. Le plus simple aurait été de prendre les téléphones, mais nous sommes convaincus que cela fait partie intégrante aussi de l'éducation du jeune. Il se rend compte que nous lui faisons confiance, tout en sachant qu'il y aura des sanctions si toutefois il est pris en flagrant délit. Nous avons remarqué que quand les enfants n'utilisent pas leur téléphone, ils ont beaucoup plus de temps pour être avec leurs amis. Ils ont du temps pour jouer, ils ont du temps pour échanger entre eux. Pour les plus petits, par contre, le téléphone en classe n'est pas nécessaire, encore moins pour la leçon d'anglais. Je crois que c'est parfaitement normal parce qu'on sait que si on utilise trop beaucoup le portable à un certain âge, plus bas, il y aura un certain relâchement quand ils vont grandir. Et c'est important de restreindre. Je suis pas sur mon téléphone 24/7. Je peux réviser, je peux lire un livre, je peux écrire dans mon journal. Utiliser le portable en classe quand c'est utile, oui. L'utiliser à des buts non éducatifs, non. La restriction fait partie des règlements de l'établissement et ils s'y sont habitués. Le cabinet ministériel a pris la décision qu'il se réunira en réunion spéciale demain, 19 juillet, pour examiner le Draft Finance Miscellaneous Provisions Bill. Le rapport du comité d'enquête sur la fugue de 3 mineurs du centre Relais, l'Oiseau du Paradis, à Cap-Malheureux, a été présenté ce vendredi au cabinet ministériel. Selon ce rapport, la prise en charge des enfants est jugée défaillante et les dispositifs de sécurité insuffisants. La fugue survenue le 1er juin serait liée à une négligence grave de certains membres du personnel. L'enquête a également révélé que des enregistrements vidéo illégaux des résidents sont régulièrement effectués. Le document sera désormais examiné par le conseil d'administration du National Children's Council qui devra décider des sanctions disciplinaires et des réformes à mettre en œuvre. Pour rappel, le 1er juin dernier, 3 mineurs avaient quitté le centre sans autorisation. Ils ont été retrouvés à Caen-Gervaise quelques heures plus tard. 2 d'entre eux, en état de confusion, ont dû être hospitalisés. Des analyses ont révélé la présence de cannabis dans leur organisme. 6 soignants du centre ont été suspendus dès le début de l'enquête afin de protéger les enfants et garantir la neutralité de l'enquête initiée. Le cabinet ministériel a aussi accepté de rendre public le rapport du Fact-Finding Committee sur le centre Relais, l'Oiseau du Paradis et la gestion des Residential Care Institutions. Le Fact-Finding Committee avait été mis sur pied en novembre 2022, suivant l'incident relatif au nourrisson S
pour enquêter sur les circonstances ayant mené à l'admission de ce nourrisson à l'unité des soins intensifs néonatales et sur la gestion des shelters et residential care institutions relevant de la compétence du National Children's Council. Il avait aussi pour objectif de formuler des recommandations pour remédier aux lacunes y relatives. Le Criminal Appeal and Criminal Review Bill sera introduit au Parlement suivant l'aval du cabinet ministériel. Le but principal de ce projet de loi est de clarifier, simplifier et d'uniformiser les procédures pour tous les appels en matière pénale. Le projet de loi impose aussi à tout tribunal immédiatement après avoir rendu un jugement dans une affaire pénale l'obligation de notifier à la partie condamnée son droit d'interjeter appel et clarifie la procédure de demande de révision de la procédure de la Cour suprême auprès de la Cour d'appel pénale concernant un acquittement ou une condamnation. Un souffle d'espoir pour les patients en convalescence à Maurice. Ce vendredi, le MIUT Rehabilitation Center a été inauguré à Port-Louis. Ce centre de rééducation permettra désormais d'accéder localement à des soins spécialisés après un AVC, une chirurgie, un traumatisme ou un cancer. Une alternative concrète au traitement jusqu'ici accessible uniquement à Chennai, en Inde. On fait le point avec Dassa Palasormi. Le MIUT Rehab Center situé à Port-Louis offre des services de rééducation complets, de la tête aux pieds, pour aider les patients à surmonter divers types d'incapacités causées par une maladie ou un traumatisme. Le centre dispose d'une dizaine d'équipements de pointe encadrés par des spécialistes en médecine physique et de réadaptation. Ici, nous avons une machine qu'on appelle tilt table. Alors, c'est un patient qui est bedridden, ça veut dire que Lily beaucoup les temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous strappons là-dedans et doucement, nous faisons monter, nous faisons regagner confiance, qui sont capables d'assiser. Là, nous finissons avec sa machine-là, sa patient-là nous prend lui, nous amène l'eau, ça là. Ici, nous travaillons sur balance. Il gagne sa confiance, qui est capable de débouter, qui est capable de bouger par le côté devant derrière. Alors, là, nous finissons gagne sa balance, nous bougeons l'autre machine. Nous avons 1, 2, 3, 4 machines qui sont bien spécifiques pour rééduquer le patient, depuis Lily, assisé, déboutement. Par patient, si nous avons un problème spinal, les cas prendront 3 mois à 6 mois pour nous retourner normal complètement. Au-delà des soins de base, le centre est également équipé pour assurer une prise en charge intégrale, voire une assistance d'urgence. Des téléconsultations sont également possibles avec les experts du MIUT International à Chennai. Nous proposons une rééducation complète pour tous les types de patients, mais principalement pour ceux qui ont eu un problème au cerveau. Cela peut être une rupture d'anévrisme ou encore une tumeur cérébrale. Ce centre ne s'adresse pas uniquement aux patients qui sont partis se faire soigner à l'étranger et qui sont revenus. Il est également destiné aux patients locaux qui ont subi une opération réussie, que ce soit dans un hôpital public ou privé, et qui souhaitent maintenant retrouver leur force ou reprendre une activité normale. Jusqu'ici, de nombreux patients mauriciens devaient se rendre en Inde pour bénéficier de ces services. Désormais, ce centre offrira localement les mêmes prestations, y compris pour les patients référés par le ministère de la Santé. Nous dépensons massivement pour envoyer des patients dans l'Inde. Et vous connaissez que des eaux en eau peut augmenter, peut aller. MIUT Infant Rehab Center. Il y a beaucoup de choses que je suis besoin de faire en dehors. Je peux faire dans l'île Maurice même. Et ça, dans beaucoup de façons, il peut aider nous patients qui font traitement en dehors. Le MIUT Rehab Center accueillera ses premiers patients à partir de lundi. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui l'épouse et les enfants de Bahal Ghauri. C'était au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Le chanteur connu pour ses chansons populaires telles que Donne-moi prends l'âme est décédé la semaine dernière. Le docteur Navin Ramgoolam a exprimé ses sympathies à la famille de l'artiste. Le chef du gouvernement a salué la contribution de l'artiste à la culture mauricienne, soulignant qu'il a su toucher le cœur des Mauriciens. Les enfants de Bahal Ghauri se sont dit profondément touchés par l'accueil chaleureux du Premier ministre et par l'hommage rendu à leur père, symbole, disent-ils, d'une reconnaissance de l'héritage culturel
qu'il laisse derrière lui. Un moment de recueil et d'engagement au monde à l'occasion de la journée internationale à Nelson Mandela. Des élèves, des diplomates, des représentants du gouvernement se sont réunis au pied de l'International Slavery Monument, une cérémonie symbolique pour honorer l'héritage de Madiba, célébrer la force de l'éducation et marquer les 17 ans du classement du paysage culturel du monde au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jalila Senali y était. Dans ce lieu hautement symbolique, une chanson engagée, portée par des paroles fortes et un message d'espoir, une chanson interprétée par des enfants du village du Morne en l'honneur de Nelson Mandela. C'était une personne très spéciale et ici, il aide les enfants. Il a un sourire aux autres figures. Un grand président. C'est un petit peu qu'il fait faire. Il donne affection à tous les enfants. Un jour, nous avons fait comme Ali. À l'International Slavery Monument, une centaine d'élèves étaient réunis le temps d'un événement dédié à Madiba. Depuis novembre 2024 déjà, le Morne Heritage Trust Fund travaille en étroite collaboration avec l'école publique du Morne. Objectif, accompagner les élèves dans leur développement à travers des activités extrascolaires. We were encouraging children to first of all look after their nutrition. Nous encourageons les enfants à avant tout prendre soin de leur alimentation. C'est pourquoi nous avons distribué des graines à plusieurs enfants. Nous voulions qu'ils prennent leur éducation très au sérieux. Comme Mandela l'a souligné, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour conquérir le monde. Nous voulions les encourager à aller à l'école et à s'instruire. To go to school and get educated. Ces célébrations de la journée internationale Nelson Mandela coïncident avec l'anniversaire de l'inscription du paysage culturel du Morne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO il y a maintenant 17 ans de cela. Donc que ce soit pour mon esclave marron qui suit une cassette dans Montagne le Monde ou Nelson Mandela, c'est un héritage de résistance, de résilience, de persévérance face à l'adversité et l'importance aussi de la liberté. Dans le cadre du Nelson Mandela Day, tout le monde est invité à consacrer 67 minutes de son temps pour aider son prochain en référence aux 67 années de la vie militante de Madiba. Également dans l'actualité à la Central CID cet après-midi, Daoud Rawat a porté plainte contre Sattar Haji Abdullah, accompagné de son avocat. L'ancien président émérite de la défunte BAI est venu apporter de nouveaux éléments à sa première déposition faite le mois dernier. Dans une déclaration à la presse, il affirme que d'autres actions vont suivre. Daoud Rawat, des propos recueillis par Kevin Biarri et Jean-Noël Demone. Je puisse aider tous les Mauriciens et le pays, c'est en faisant ce que je suis en train de faire, aller faire des dépositions, aller vers la justice pour demander que ceux qui l'ont fait, ceux qui nous ont fait ce qu'ils nous ont fait, puissent se présenter devant une cour de justice. Il y aura d'autres actions? J'espère bien. Il y aura d'autres qui viennent et je ne m'arrête pas. Parce qu'il y a eu, non sans une personne, il y a eu tout un gang à l'époque qui avait fait ce qu'ils ont fait. Et ça a été ce qu'on appelait en anglais à l'époque des perfect storm contre nous. C'est-à-dire il y a eu plusieurs secteurs dans l'économie de Maurice, dans la politique, qui se sont acharnés contre moi et ma famille sans pitié. Et je dois faire de sorte que jamais plus cela se fera encore une fois. Tout à fait autre chose à présent. Cap sur l'avenir pour les services financiers à Maurice. Le gouvernement trace sa feuille de route autour de 5 piliers stratégiques avec un objectif, hisser le pays parmi les 45 centres financiers les plus performants au monde d'ici 2030. Innovation, expansion vers de nouveaux marchés et capital humain renforcé, autant d'atouts pour relancer un secteur clé de l'économie nationale. On fait le point avec Abdel Bolaki.
5 piliers vont désormais orienter l'avenir du secteur des services financiers à Maurice. La facilitation des affaires, le développement de produits innovants, le renforcement de l'identité du centre financier, l'accès à de nouveaux marchés et la valorisation du capital humain. Le rapport présenté prend en compte plusieurs défis auxquels le secteur est confronté. Ces obstacles avaient été identifiés à travers une série de consultations avec les opérateurs. Il est important que l'on va plus vers la digitalisation et certainement le eKYC est quelque chose que l'on avait demandé depuis très longtemps et donc pour nous, on welcome un élément qui a été pris en considération. Comme le rapport fait ressortir, il y a à peu près 20 000 personnes qui travaillent dans le secteur et nous expectons qu'il ça peut augmenter jusqu'à 34 000 personnes qui quittent beaucoup. La relance est quelque chose de très important. Pensez le secteur financier pour capable de jouer un rôle très important pour booster l'économie de l'île Maurice. Désormais, la feuille de route s'articulera autour de plusieurs mesures, allant d'une délivrance de permis plus efficace au niveau de la FSI à des offres plus attractives, en passant par une promotion accrue du centre financier mauricien, notamment sur le continent africain, le soutien de la diaspora et le renforcement des infrastructures. Le gouvernement mise sur cette industrie, la première du pays en ce moment, pour relancer l'économie nationale. Ce secteur-là, non seulement les premiers secteurs de notre économie, c'est le secteur qui amène 68% de nos corporate taxes. C'est le secteur qui amène 34% de PAYE taxes dans Maurice. Donc, c'est au niveau, ce poids, au niveau de revenus, il est extrêmement important. Et il y a un secteur qui portait l'avenir et l'extérieur. Donc, nous visons constamment et remettre nous-mêmes en question comment nous pouvons améliorer nos services pour qu'ils nous restent attractifs et compétitifs. L'ambition affichée pour le secteur, porter sa valeur ajoutée à 2,5 milliards de dollars, assurer une croissance supérieure à 5% et hisser Maurice parmi les 45 premiers centres financiers mondiaux d'ici 2030. L'entrée en bourse de la nouvelle entité New E&L Rogers a été marquée ce mercredi par une cérémonie à la Stock Exchange of Mauritius. Issue de la fusion des groupes E&L et Rogers, elle affiche une capitalisation boursière de 12 milliards de roupies. L'objectif de cette union, simplifier la structure du groupe, générer des synergies et séduire davantage d'investisseurs. Kavin Tapessar. E&L et Rogers, deux multinationales avec une riche histoire datant de plus de 200 ans fusionnent. La nouvelle entité est cotée sur le marché officiel de la Bourse de Maurice depuis le 9 juillet dernier sous le nom temporaire de New E&L Rogers, ce en attendant la cérémonie de rebranding prévue le 23 juillet prochain. La capitalisation boursière initiale est estimée à 12 milliards de roupies et devrait grimper davantage avec la confiance des investisseurs, selon le groupe CEO Gilbert Espitalier-Noël. La raison principale de cette fusion est la synergie, ce qui permet de rendre moins complexe la structure de cette entité, dira-t-il. L'idée est de créer une entreprise plus agile, plus simple à comprendre, où on rassemble nos forces, tant humaines que financières, afin de grandir mieux, plus vite, à Maurice d'abord, mais aussi dans la région. Parmi les 100 sociétés cotées à la Bourse de Maurice, New E&L Rogers figure déjà à la 7e place de par sa capitalisation boursière. Selon le Chief Executive de la Bourse de Maurice, Sunil Benimadou, ce nouveau groupe devrait vite intégrer l'indice des compagnies les mieux cotées. Nous pensons que la société est bien placée pour figurer dans le SAM10, qui est un indice qui mesure la performance des 10 sociétés les plus importantes en termes de capitalisation boursière cotées à la Bourse de Maurice. L'introduction en bourse de New E&L Rogers intervient à un moment charnière pour notre marché des capitaux et pour le secteur des services financiers. Ces secteurs constituent un pilier de notre économie, contribuant près de 14% du produit intérieur brut. Dans le reste de l'actualité, 5 syndicats se regroupent sous un même panel
pour dénoncer les conditions de travail au sein de la Cargo Handling Corporation. Dans une conférence de presse ce vendredi, le Joint Negotiation Panel parle de décisions unilatérales de la direction. Krishan Sitia. Face à la presse, le Joint Negotiating Panel, qui représente quelques 1000 employés de la Cargo Handling Corporation, parle de relations tendues avec la direction. Il cite entre autres des avertissements qualifiés d'injustifiés, de transfert et du non-respect des lois du travail. Beaucoup de sections et beaucoup de droits acquis et la loi travail aussi, pas respecté du tout. Et ça peut cause énormément de problèmes. Communication au syndicat n'est plus énorme. Il peut seulement procéder par intermédiaire pour transmettre cette décision à travers middle management. Il peut remettre aussi en question des offres, employés qui ont des chiffres patterns, contrairement à ce que la loi travail dit. Ces restrictions ne respectent pas, selon les syndicats, le collective agreement et vont à l'encontre des droits des travailleurs. La plateforme demande une rencontre avec le ministre du Travail dans les plus brefs délais. Sollicité pour une réaction, le Managing Director de la Cargo Handling Corporation Limited, Ghassan Dorsami, a tenu à faire ressortir qu'il, je cite, « il n'y a aucun litige entre la direction et les syndicats. Nous renforçons uniquement la discipline en ce qui concerne l'absentéisme. » Par ailleurs, la rumeur selon laquelle les heures supplémentaires en week-end ne seront pas payées est totalement fausse. Nous avons d'ailleurs eu une rencontre avec le ministère du Travail le 14 juillet dernier. Fin de citation. L'actualité à l'étranger, au Pakistan, la mousson vire au drame. En 24 heures, des pluies diluviennes ont fait près de 60 morts, portant le bilan à environ 180 victimes. Depuis fin juin, des maisons se sont effondrées, des crues ont surpris les habitants. Les secours peinent à atteindre certaines zones. Le récit de Sylvana Parimamon. Depuis mercredi, plusieurs régions du Pendjab subissent des pluies continues causant des inondations dévastatrices. Les autorités pakistanaises ont décrété un jour chômé hier afin de maintenir la population chez elles. Depuis le début de la saison des pluies, près de 200 personnes, dont une soixantaine d'enfants, ont perdu la vie. La majorité des décès est due à l'effondrement de toits ou de murs de maisons, aux crues soudaines et à des électrocutions. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs régions. Les opérations de sauvetage ont été difficiles. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Il subit de plus en plus fréquemment des événements météorologiques extrêmes. La mousson d'été s'étend de juin à septembre. Elle apporte 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud. Elle est essentielle à la survie de millions d'agriculteurs dans une région peuplée de 2 milliards d'habitants. Et puis un tournoi de golf aux portes de l'extrême à direction le pôle Nord où 19 joueurs venus de tout horizon se sont défiés sur la banquise glacée. Un cadre spectaculaire pour une compétition insolite. Le tout premier championnat de clock golf du pôle Nord. Une version revisitée du golf adaptée aux conditions extrêmes et à l'ambiance polaire. Retour sur le plan local, le Ségué mauricien perd l'un de ses piliers, Neville Sellerine, bassiste emblématique et figure du groupe Natia Chamarel, s'est éteint à l'âge de 62 ans. Pendant plus de 4 décennies, il a porté une musique engagée à la croisée du Sega et du reggae. Son départ laisse en vide, mais son héritage musical, culturel et militant continue de résonner bien au-delà de Chamarel. Priyanka Hurry. À Chamarel, au cœur du sud-ouest mauricien, le Ségué a trouvé son berceau. Et parmi ses gardiens, Neville Sellerine. Bassiste, arrangeur et leader du groupe Natia Chamarel, il a porté pendant plus de 40 ans une musique engagée, fusion du Sega mauricien et du reggae jamaïcain. Né dans les années 1980,
Ce courant devient vite une voix pour la justice, l'unité et la défense de la culture locale. Avec ses frères, Toto, Eric, Jean-Luc, Neville fonde Natia Samarel. Ensemble, ils font résonner Chamarel, cette terre à la fois musicale et mystique. Leur dernier album, Renaissance, célèbre 30 ans de lutte, d'amour et de résistance. Un héritage partagé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre l'exemple, et il y a un exemple pour beaucoup de musiciens, pour beaucoup d'artistes aussi. Ils ont contribué beaucoup dans deux groupes Maurice local et même international aussi. Sur les coins, allait, mais sur l'âme, tout en reste parmi nous. Là. Tout le temps, moi, je peux rêver pour m'aller un jour, pour jouer avec un band musicien pour m'aller. Mais finalement, on a aussi gagné la chance pour intégrer le groupe Nature et vivre une bonne expérience musicale avec lui. Les plus grandes affaires qu'on apprend avec lui, c'est la musique avant tout, vivre. Aujourd'hui, alors que Neville nous quitte, Chamarel perd un fils. Mais le Ségué, lui, garde une étoile. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Ou encore passer en scène pour choisir au programme avec Canal+. Fini série carré brûlée. Stream au programme à la demande. Plonge dans un immense catalogue avec Blockbuster, Fexoti Cinéma, Netflix, HBO. Tout va bien se passer. Bollywood. Et bien plus encore, l'eau tout l'écran. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande, au même endroit. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Les prévisions pour Maurice, temps nuageux cette nuit avec des pluies intermittentes qui seront plus fréquentes sur la partie sud de l'île et sur le plateau central. Des poches de brouillard seront présentes dans certaines régions, réduisant ainsi la visibilité. La température minimale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés sur les régions côtières. Les pluies persisteront demain. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est de 15 à 25 km/h, se renforçant graduellement avec des rafales de 60 km/h à partir de cette nuit. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Rodrigue, des périodes nuageuses sont attendues durant la nuit et demain matin avec de faibles pluies. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés. Le temps sera mi-couvert en général demain après-midi avec de faibles pluies sur les hauteurs. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h dans certains endroits. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles
du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les prévisions pour Agalega, des périodes nuageuses avec des averses passagères sont prévues. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit et la maximale d'environ 30 degrés au cours de la journée de demain. Le vent soufflera du sud-est de 25 à 35 km/h. La mer sera forte avec des vagues de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Nestlé, good food, good life. Bonsoir à tous, on ouvre ce journal des sports avec les Jeux intercollèges dont les finales d'athlétisme se sont déroulées ce vendredi à Côte d'Or. Malgré un ciel couvert, les jeunes athlètes ont offert un spectacle de qualité. 32 finales étaient au programme. Les épreuves de piste ont été âprement disputées avec des arrivées parfois spectaculaires, comme vous allez le voir dans quelques instants. La compétition diffusée en direct sur nos antennes a marqué la fin d'une semaine intense. Voyez le compte-rendu de Robert Deschambault. Comme attendu, les finales des Jeux intercollèges d'athlétisme ont tenu toutes leurs promesses au stade de Côte d'Or lors de l'ultime journée de compétition. La performance des jeunes venus de Rodrigue n'est pas passée inaperçue, que ce soit dans les épreuves de concours, les sprints ou encore le demi-fond. Ils ont su imposer leur talent et leur détermination. Il va s'imposer sans aucun problème devant le couloir numéro 5, Tamira Ramsamy comme prévu. Pour les amateurs de sensations fortes, le relais 4x100 féminin a offert une belle arrivée avec des finalistes déterminés jusqu'à la dernière foulée. Donc oui, c'est Safia du bocage qui s'impose. Quel finish! Bref, athlètes comme supporters ont pleinement contribué à faire de cette édition des Jeux intercollèges un véritable succès. Vivement la prochaine édition. Une semaine de compétition et les talents se sont exprimés. L'édition 2025 des Jeux intercollèges a mis en lumière une jeunesse brillante. Au classement général, le collège Sainte-Mérise s'est imposé avec 8 médailles d'or. Le collège de Montlubain termine deuxième avec 7 médailles d'or. Et le Bocage International School complète le podium avec 6 médailles d'or et 5 d'argent. Le bilan de cette semaine sportive avec Coyol Seattle. Rideau sur l'édition 2025 des Jeux intercollèges. Après une semaine d'activités intenses avec 5 disciplines au menu, soit le football, le volleyball, le badminton, le tennis de table et 3 journées d'athlétisme au complexe sportif de Côte d'Or, l'heure est au bilan. Une édition ponctuée par de nombreuses prestations prometteuses de la part de nos jeunes athlètes. Mention spéciale au sportif Rodriguez, particulièrement brillant dans les épreuves de piste et de concours, à l'image du 100 mètres U20. Le couloir numéro 7 actuellement qui se présente en tête de cette épreuve avec Agathe qui s'impose. Voilà. Dominé par Olivier Agathe du collège Le Chou. Je m'en entraînais depuis l'année dernière pour me rester à la performance aujourd'hui là. Le travail était très dur et nous connaissons qu'il arrête là et non, le meilleur reste à venir. Cette édition 2025 aura atteint ses objectifs, offrir une plateforme d'expression sportive à la jeunesse mauricienne, raviver l'esprit de camaraderie et renforcer les sentiments d'appartenance et d'unité nationale. Nous avons envie qu'il y ait une jeunesse active, une jeunesse engagée, une jeunesse qui unit. C'est ça même, sa qualité de jeunesse-là qui est moteur de transformation sociale dans nos pays. Le tout dans une organisation sans faille, saluée par un public venu nombreux.
Un véritable succès pour cette belle célébration du sport scolaire. En cyclisme, la Fédération mauricienne a réajusté son calendrier. Le Tour de Maurice et la Classique de l'île Maurice sont reportés à juin 2026. Parmi les autres changements, le Beauvallon MTB se tiendra les 26 et 27 juillet. Le Grand Prix KFC est reprogrammé au 6 et 7 septembre et la FMC Cycling Family Day aura lieu le 31 août. Football maintenant avec l'Euro féminin. L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales après un duel haletant face à la Suède. Une rencontre disputée hier soir en Suisse conclue au tir au but pour les Lyonnaises. Jessie Rambojan-Ougara revient sur ce quart de finale. L'Angleterre a validé son ticket pour les demi-finales de l'Euro féminin en sortant la Suède 3-2 en Suisse après les tirs au but ce jeudi. Menée de 2 buts après des réalisations d'Aslani à la 2e et Black Stenius à la 25e, les Lyonnais ont arraché la prolongation grâce à Bruns à la 79e et Aguiemang à la 81e. Lors d'une séance des tirs au but, les tenantes du titre, malgré 4 tentatives manquées sur 7, ont franchi l'obstacle scandinave et retrouveront l'Italie mardi prochain pour une place en finale. Sinon, place ce vendredi au 3e quart de finale. À 23h, l'Espagne affronte le pays hôte, la Suisse. À la Coupe d'Afrique et des Nations féminines de football, la compétition se poursuit au Maroc. Place au quart de finale. En ce moment même, le Nigeria affronte la Zambie. Une rencontre à suivre en direct sur MBC Sport 11. Le score actuel s'affiche à l'écran, vous le voyez, est 1-0 en faveur du Nigeria à la 12e minute de jeu. Elle vient intervenir hors de son cadre, au pied, pour dévancer Barbara Banda et l'empêcher d'embarrasser ses... Et à 23h, place à un duel très attendu, le Maroc face au Mali. Un match à ne surtout pas manquer, également en direct sur MBC Sport 11. En MotoGP, c'est le Grand Prix de la République tchèque qui retiendra l'attention ce week-end. Marc Marquez, impressionnant depuis quelques semaines déjà, tentera de s'échapper au classement. Jessie Rambojan-Ougara. Avant de passer en mode vacances, le MotoGP a un dernier Grand Prix à vivre ce week-end qui se tiendra en République tchèque, précisément sur le circuit de Brno qui refait surface au calendrier depuis 2020. Avant cette 12e manche du championnat du monde de vitesse, c'est Marc Marquez qui est en tête du championnat. L'Espagnol de 32 ans avait remporté le Grand Prix d'Allemagne le 13 juillet dernier et poursuit sa totale domination sur ses concurrents cette saison et a repris une quinzaine de points à son frère Alex Marquez, qui a bien limité la casse en signant la semaine dernière une belle 2e place en Allemagne. Sinon, pour le Grand Prix en République tchèque, le départ de la course principale sera donné ce dimanche à 16h, tandis que le sprint est prévu ce samedi à 17h, heure de Maurice. Et enfin, le Tour de France, 13e étape aujourd'hui avec un contre-la-montre pas comme les autres. Pour la première fois depuis 21 ans, les coureurs se sont affrontés sur un parcours chronométré en montagne. Tadej Pogačar s'est imposé pour la 4e fois sur ce Tour de France en remportant le contre-la-montre en côte de la 13e étape ce vendredi. Le maillot jaune porte son avance à près de 4 minutes sur Jonas Vingegaard au général. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.